Elle révèle beaucoup de choses très complexes. D'abord, elle révèle un rapport à la mort étrange dans nos sociétés, parce que on a là une terreur collective mondiale contre un virus qui tue, c'est vrai, qui est très contagieux, ça semble vrai, mais c'est quand même un peu stupéfiant de voir qu'on est dans cette situation mondiale alors que la tuberculose tue énormément, que le paludisme tue énormément, que la faim dans le monde tue encore, que les guerres tuent, pensons à la Syrie, et que ça ne déclenche pas le même effroi collectif. Donc là, il y a un premier sujet de réflexion sans réponse, c'est simplement de la stupéfaction. Ça, c'est un premier point. Alors derrière ça, ce qu'on voit bien naturellement, c'est que partout dans le monde, tous les gouvernements, car il y a toujours, même dans les gouvernements les plus démocratiques en apparence, un peu une petite tendance autoritaire quelque part, tous les gouvernements ont immédiatement mis en place des mesures extrêmement dures, puisque le confinement, c'est la privation d'un des premiers droits garantis par les déclarations de droits de l'homme, la liberté d'aller et de venir. C'est une liberté très importante qui a été conquise de haute lutte, parce que ce n'était pas évident, et qui, par exemple, dans des régimes comme les régimes communistes en Union soviétique ou dans ces pays-là, était restreinte, puisque ces gens n'avaient pas le droit de se déplacer comme ils voulaient d'une région à l'autre dans le pays, et n'avaient pas le droit d'en sortir. Donc la liberté d'aller et de venir, à l'intérieur de son pays ou en dehors de son pays, c'est un droit fondamental qui a été tout d'un coup coupé. Là, c'est terminé, vous n'avez pas le droit de circuler, au nom de ce virus. Alors, il y a eu évidemment des excès. On voit bien en France tout ce qu'on peut dire. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Il y a eu toutes sortes de lettres, de pétitions, etc. Par rapport à cet état d'urgence, il va falloir surveiller le gouvernement de très près pour qu'on en sorte et qu'on en sorte totalement, et non pas avec des reliquats de privation de droits comme à chaque fois. Mais moi, je voudrais aller derrière ça dans la réflexion. Ce qu'on voit bien, c'est que les gouvernements sont en peine à avoir derrière eux une communauté politique, comme ils la voudraient. Et ils n'y arrivent pas, il faut savoir pour quelles raisons. Et là, Macron a fait appel à l'unité nationale, à l'union, etc. C'est absolument artificiel. Pour l'instant, les gens sont tétanisés encore par la peur, donc on accepte les contraintes imposées, parce qu'on pense quand même que le bénéfice en vaut la peine, mais il n'y a pas la moindre unité de la communauté politique derrière ça. Est-ce qu'il faut d'ailleurs rechercher l'unité de la communauté politique? Alors, c'est là-dessus que la réflexion politique actuelle me semble extrêmement courte, et même mal engagée, parce qu'on croit que communauté politique, ça veut dire tous ensemble, unis, dans le consensus, tous du même avis. Or, c'est pas ça du tout. Une communauté politique, ça prend figure quand vous avez dans un groupe délimité, qui peut être celui habitant sur ce territoire-là, le sentiment d'avoir un destin commun et de pouvoir l'exprimer éventuellement dans le dissensus et non pas forcément dans le consensus. Parce qu'il n'y a aucune raison que nous soyons tous d'accord, surtout aucune raison, c'est même très inquiétant. Donc voilà, ce qu'on voit apparaître à la lumière de cette crise, c'est que la société française est très fracturée et que le niveau de violence qu'on avait vu éclater avec les gilets jaunes, qu'on voyait revenir avec la réforme des retraites, tient au fait que les gens dans les différentes couches sociales n'arrivent pas à exprimer leur point de vue dans le dissensus et non plus à ce moment-là que la voix de la violence pour se faire entendre. Donc voilà, l'union nationale est tout à fait artificielle et donc on va voir, alors je ne veux pas
insulter l'avenir. On va voir ce que vont faire nos dirigeants, nous en France particulièrement, mais dans le monde entier, après cette crise. Mais si elle n'est pas l'occasion de révision fondamentale des voies dans lesquelles on était engagé, on aura des retours désagréables et je pense qu'il y a de quoi être très inquiet pour les mois qui viennent. Je connais bien le programme de la Résistance. J'ai fréquenté, vous savez, j'ai eu la chance de participer, il y a de ça 20 ans, grâce à Ariane Mouchkine, la metteur en scène du Théâtre du Soleil. Elle avait créé un groupe qui s'est appelé le Collège des médiateurs pour les Africains sans-papiers, au moment d'une grosse crise de sans-papiers, celle qu'on appelait les Saint-Bernard. Et elle avait mis dans ce collectif tous les anciens résistants de l'époque. Ils sont tous morts maintenant. Je crois qu'ils sont tous disparus. Il y avait les deux Aubrac, il y avait Stéphane Hessel qui était notre porte-parole, il y avait Jean-Pierre Vernant, il y avait Pierre Vidal-Naquet, il y avait une pléiade de Germaine Tillon, une pléiade de grands résistants magnifiques. Alors, ce Conseil national de la résistance, on le regarde avec attention et avec nostalgie, nous, en France, parce qu'il a posé les bases pour la société française, dans les limites de la société française et à l'époque de ce qu'on peut appeler l'État-providence. Car l'État, il a deux visages selon la tournure que prend le pouvoir politique. Il y a toujours un État gendarme qui est garant de l'ordre, et on ne peut pas lui reprocher d'être garant de l'ordre, il faut assurer l'ordre. Mais il y a le visage de l'État-providence, c'est-à-dire d'un État qui est soucieux de justice sociale et qui, par les moyens qu'il a, l'impôt, la loi, toutes sortes de moyens, va réduire les inégalités d'une manière plus ou moins profonde et plus ou moins dynamique. Parce qu'on peut réduire les inégalités simplement en donnant de l'argent à ceux qui n'en ont pas. Et puis on peut aussi réduire les inégalités par le développement de l'éducation pour tous, c'est-à-dire en faisant marcher ce qu'on appelle l'ascenseur social. Et l'ascenseur social, il a marché en France très bien déjà au XIXe siècle avec l'éducation obligatoire. C'est ce qu'on appelait, quand on appelait les instituteurs, les hussards de la République. C'était de grands moments de progrès social. Et puis avec le Conseil de la Résistance, le Conseil national de la Résistance, on a ouvert la voie à des nationalisations d'un certain nombre d'éléments de notre économie, dans les transports ou d'autres choses, qui ont permis de les gérer en vue de l'intérêt général, et non pas pour faire du profit pour des intérêts particuliers. Et puis on a mis en place la sécurité sociale que tout le monde nous envie, et qui reste quelque chose de formidable. Qui reste quelque chose de formidable. Parce que, pourquoi je dis qu'il reste? Parce que, comme nous le savons bien, vous avez des forces adverses, qui sont les forces déchaînées du capitalisme financier et numérique d'aujourd'hui, qui n'ont qu'une idée, et d'ailleurs ça a été dit expressément par quelqu'un, je crois que c'était Denis Kessler, un grand représentant des assurances françaises privées, qui voulait défaire le programme national de la résistance. Autrement dit, tout ça c'est vieux jeu, on met à la poubelle les nationalisations, la sécurité sociale, on reprend les assurances privées, etc. Donc je comprends votre question, je comprends que des jeunes regardent ce programme avec intérêt et même avec envie et se disent pourquoi ne pas le réactualiser. Alors, ma position est la suivante. Ce programme est daté. Il est historiquement très daté. D'abord parce que quand vous le relisez, tout le début est pour mettre en place la résistance et finir la guerre, qui n'était pas terminée. Donc il y avait des mesures tout à fait exceptionnelles. Pour ce qui est de la fin, les mesures qui ont ensuite été si fécondes dans la société française, elles étaient totalement réduites à l'espace national. C'est-à-dire, et le reproche que je ferai au Conseil national de la résistance, c'est qu'il n'y avait pas un mot d'ouverture pour ce qui a été ensuite les luttes de libération nationale et la décolonisation. Vous avez vu l'article sur les droits des indigènes qui doivent être améliorés.
mais ça reste les droits des indigènes qui ne sont pas des nationaux et qui ne sont pas de futurs indépendants. Donc, c'est daté du point de vue des idées. Alors, je ne leur reproche pas à mes vieux résistants. Moi-même, je suis née dans ce qu'étaient nos colonies à Madagascar, et mon père était un ingénieur de cette époque-là, qui a travaillé dans les colonies françaises. Alors, on pouvait le faire de différentes manières. Moi, j'ai beaucoup discuté de ça avec mon père. Et notre différend, notre dissensus, qui était très fort, était que moi, je condamnais la colonisation totalement, et que lui me disait, c'est pas ça qu'il faut condamner, parce que ça peut faire des progrès à des peuples, il faut condamner les méthodes. Donc, c'est un vaste sujet. Mais donc, le Conseil national de la résistance, le programme, il est daté de ce point de vue-là, pour ces deux raisons. Il ne prend pas en compte du tout l'histoire du colonialisme, et il est national, c'est-à-dire qu'il est enfermé dans un État qui est la France. Et il est complètement enfermé, il y a même rétablir la France dans sa puissance. Expression que je n'aime pas beaucoup. Je n'aime pas que les États veuillent être puissants. Les États sont ce qu'ils sont. Ce sont des communautés politiques différenciées, jetées sur la planète et construites au fil de l'histoire. Mais est-ce qu'il y a besoin de parler de puissance? Ça, je n'aime pas ça. Alors évidemment, il y a toutes les choses formidables qu'on regrette, les nationalisations, la recherche de l'intérêt général contre les intérêts particuliers, les ouvriers qui sont promus, y compris dans des postes de direction à l'intérieur de leur société, de leurs usines, le droit du travail, la garantie de niveau de salaire, les retraites, enfin il y a tous ces éléments qui constituent ce qu'on a appelé l'État-providence et qui font aujourd'hui de la société française, malgré que tout ça a été érodé, une société exceptionnellement solidaire. Exceptionnellement solidaire, parce que, voilà, moi j'ai été fonctionnaire toute ma vie, j'ai vu toute ma vie sur ma feuille de paye ce que l'État, mon employeur, payait à ce titre, ce que moi je payais à ce titre, la sécurité sociale, etc. Il se trouve qu'à 85 ans, j'ai une très bonne santé, donc pour l'instant je n'ai pas coûté trop à la sécurité sociale. Et bien tout ce que j'ai cotisé, c'est la mutualisation, c'est pour ceux qui n'avaient pas le même salaire que moi, et qui sont tombés malades et qui en ont eu besoin. Voilà, ça s'appelle faire une société, c'est la solidarité. C'est formidable. Alors, moi, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus penser ça dans le cadre national. On n'a plus le droit. Parce que, certes, on a décolonisé, enfin, on n'a pas décolonisé, on a été forcé à décoloniser par les luttes de libération nationale, car la France n'avait aucune envie de décoloniser. Les autres pays, ça a été la même chose. Ils l'ont fait plus ou moins bien, plus ou moins lentement. C'est les Portugais qui ont décolonisé les derniers après des guerres atroces. Et on n'a pas décolonisé dans les têtes, pas du tout. On n'a pas réussi à rétablir une bonne relation avec l'Algérie. Il y a des relents nostalgiques qui sont là, dans tous les pays, pas seulement avec la France. Et avec le néocolonialisme et la poussée de la mondialisation, qui est une phase du capitalisme, on a absolument ouvert le monde, mais à sens unique. C'est-à-dire qu'on l'a ouvert pour faire des profits et on ne l'a pas ouvert pour tirer les gens de la misère. Ils se sont tirés eux-mêmes, les Asiatiques, par des efforts inouïs menés pendant des décennies à travailler pour nos industries textiles ou pour nos petites pièces électroniques, etc. La plupart des pays asiatiques ont réussi à se hisser à un certain niveau, notamment la Chine, mais pas encore à avoir des droits sociaux comme les nôtres. Et donc, moi, je pense aujourd'hui qu'un nouveau programme de la résistance devrait être celui d'un conseil mondial de la résistance. Voilà. Eh bien, des mesures radicales dont personne ne parle dans la phase actuelle, parce que ce n'est pas du tout dans le paysage, c'est de s'attaquer à la question du désarmement. C'est pour moi central. Il ne se passera rien de bon si on ne va pas droit à ça. Et pour l'instant, personne n'y va. Nous sommes, en France, comme dans la plupart des pays, sur des économies militarisées. Quand l'Europe a été aussi sévère qu'elle l'a été avec la Grèce au moment de la crise grecque il y a quelques années, l'Allemagne était à la tête du combat pour que la Grèce plie, c'est-à-dire que la Grèce n'accepte qu'on lui renouvelle des prêts qu'à condition de mesures d'austérité terribles à l'intérieur du pays.
il fallait que la Grèce réduise toutes ses dépenses, sauf ses dépenses militaires, sous le prétexte que la Grèce est en difficulté avec la Turquie, dans l'est de la Méditerranée, et qu'il y a donc là un foyer de tension et qu'il est normal que la Grèce soit très armée. Et puis quand vous regardiez le détail, vous aperceviez que la Grèce achetait ses armes surtout à l'Allemagne. Donc nous sommes là devant une société d'une hypocrisie terrible. Les pays en paix, comme les nôtres, ont leurs économies tournées vers la mort et la guerre et nourrissent les guerres des autres. On ne veut pas de la guerre chez nous, mais on a des économies qui nourrissent la guerre ailleurs. Et on l'a bien vu au moment des livraisons d'armes à l'Arabie Saoudite. Attention, oui, c'est vrai que ça va être utilisé sur le Yémen, où ça crée des misères horribles. Mais voilà, alors on se raconte que non, qu'on a des garanties, que ceci, que cela, et on vend des armes. On en fabrique, on en vend. Et nous sommes dans des économies militarisées. Les grandes puissances, les 5 grandes puissances du Conseil de sécurité, le sont au premier chef, mais derrière, vous avez des pays qu'on appelle les pays émergents, l'Inde, le Brésil, etc., qui sont aussi des fabricants d'armes et qui commencent à avoir des économies militarisées. Quand on fabrique des armes, il y a peu de cas dans lesquels on ne les ait pas utilisées. Donc, c'est le premier point que la jeunesse d'aujourd'hui dans le monde entier doit regarder ensemble. Parce que c'est un point très difficile. Si vous voulez, moi je me souviens, j'ai des amis à Brest qui ont fondé quelque chose de formidable qui s'appelle l'Université de la Paix. Eh bien, quand nous rentrions en relation avec les forces sociales, avec la CGT, avec les travailleurs de l'Arsenal de Brest, parce qu'on parlait d'une reconversion de l'Arsenal, qui aurait pu, par exemple, être reconverti pour faire du désamiantage de bateaux, plutôt que de continuer de fabriquer des bateaux de guerre, eh bien, nous avions une hostilité de la part des travailleurs. Parce que c'était leur emploi. Vous comprenez, si on ferme l'Arsenal ou si on le transforme, qu'est-ce qu'on devient, nous? Donc, c'est ce problème-là qu'il faut regarder en face. C'est ça, la future résistance du monde. Il va falloir regarder ce problème, mutualiser les frais considérables, les dépenses considérables de reconversion. Et puis, il y a quelque chose qu'on peut reprendre dans le Conseil de la résistance, c'est la notion de planification. Parce que, sans aller jusqu'à des planifications rigides et qui avaient finalement des inconvénients terribles, comme ça a été le cas en Union soviétique, et qui étaient d'une certaine manière privatrices de liberté, un minimum de planification est indispensable. Il faudrait que des jeunes d'aujourd'hui commencent à réfléchir à ça. Si nous voulons désarmer vraiment, il y a des traités de désarmement, mais ils ne sont pas appliqués, y compris de l'arme nucléaire. Il va falloir passer au désarmement nucléaire. On ne peut pas continuer de fabriquer ces armes avec tout ce que ça veut dire, avec le problème des déchets nucléaires, avec les risques que des fous furieux. Nous savons bien que nous pouvons avoir des hommes ou des femmes politiques qui soient des gens extrêmement dangereux, et c'est eux qui ont le bouton nucléaire. Donc la chanson de la dissuasion qui fait partie de la sécurité, je n'y crois pas. Je pense que le danger est trop grand, les dépenses trop grandes, et la question des déchets non réglés trop grande. Donc il faut s'engager dans le désarmement. C'est long, c'est compliqué, il faut commencer tout de suite. Et pour ça, il faut commencer à penser la mutualisation des dommages. Parce que tous ces gens qui travaillent dans les industries d'armement, vous avez des centres de recherche qui sont très bien faits, où vous trouvez tous les chiffres. Le nombre de personnes employées dans ces industries de mort est extrêmement élevé. Comment va-t-on les reconvertir? Il faut le planifier à l'avance et ensuite mutualiser les dépenses que ça engendrera, parce qu'évidemment, il n'y a pas de raison que ces gens-là soient mis au chômage et que les autres s'en moquent éperdument. Donc voilà, pour moi, s'il y avait un vrai mouvement, et c'est le sens du texte que j'ai écrit à propos de cette crise, ça commence par là. Ça commence par là, et puis évidemment, par d'autres mesures, il faut poser des principes. Moi, j'ai fait une proposition avec des principes. Il faut poser des principes relatifs à l'égalité entre nous, à la question où est-ce qu'on trouve l'argent. Alors on prétend toujours que pour les hôpitaux, par exemple, on nous a raconté qu'on ne trouvait pas l'argent. Puis là, maintenant, on trouve l'argent. Donc la dette, c'était affreux. Il ne fallait pas augmenter la dette. On ne pouvait pas il y a encore 3 mois. Et là, on laisse courir la dette, il n'y a plus de problème. Il y aura peut-être un retour de bâton. Peut-être pas, parce que je pense qu'on peut pérenniser la dette et finalement la gérer d'une manière
qui ne soit pas trop dommageable pour les personnes. Mais en tout cas, il y a aussi la nécessité d'aller chercher l'argent là où il est, comme on a dit à une certaine époque. On disait ça à propos de la dette allemande, mais c'est pas ça que je veux dire, moi. Il faut chercher l'argent dans l'évasion fiscale, dans la corruption à l'échelle du monde. Ce sont des millions, des milliards de dollars ou d'euros qui circulent de cette manière-là et qui ne reviennent pas à l'État pour les dépenses sociales utiles, les différentes dépenses d'intérêt général. Donc voilà, il y a un retour à faire. Alors le communisme a échoué, mais vous savez, le philosophe Jean-Luc Nancy avait écrit un très beau petit livre au moment de la chute du mur de Berlin. Et il avait écrit cette phrase: le communisme, cette chose tout entière encore à venir, mais qui ne portera pas le même nom. Qui ne portera pas le même nom parce que le nom de communisme a été un peu entaché par l'expérience désastreuse de l'Union soviétique et de ses satellites, avec des privations de liberté considérables, et finalement un faux communisme avec des apparatchiks, etc. Donc il faut revenir à l'idée communiste, elle est difficile, mais elle est en même temps exaltante, à l'idée du partage, à l'idée de l'intérêt général, et en prendre les moyens. On les connaît, les moyens, mais on ne veut pas, on regarde à côté. Voilà.